Montez le volume et rendez-vous au premier virage. J'ai réussi, tentative de passage de Roll, ça y est. Ah, il se prend c'est prévisible, c'était prévisible. Les Prost est champion du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où il veut y aller. Il va, et il passe, et il se touche, et il s'accroche, et merde. Okay, Lewis, it's hammer time. Accélère. Toto? Yes. It's called a motor race, okay? Sorry? We went to car racing. This is unbelievable, guys. Can we do this for another 10, 50 years together? On a le droit de faire des erreurs, c'est un principe de base, c'est dans les erreurs qu'on apprend. Quand on fait 2 fois les mêmes erreurs, là c'est qu'on n'a pas appris. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Barbecue Sport Club. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver et on vous remercie de nous suivre et de nous écouter. Et oui, c'est la rentrée pour Barbecue F1, on avait fait une grande pause mais on avait besoin de se reposer, même peut-être plus que les pilotes, hein. Et on a beaucoup de sujets à rattraper, je pense qu'on va se régaler. Alors de quoi allons-nous parler notamment après ce week-end à Zandvoort, au pays de Max Verstappen et des virages inclinés? Peut-être de Piastri, le kangourou qui saute en haut du podium, de Norris, le coup de la panne, quelle malchance pour lui, ou de Hadjar, peut-être la sensation de cette saison, soyons franchouillards, on peut l'être, peut-être pas avec Alpine, mais avec lui c'est possible. Et puis peut-être aussi de Ferrari qui eux ils ont raté la rentrée comme Antonelli notamment qui est entré en 4e ce week-end. Alors autour de moi Jacques Lafritte pour parler de tout ça et de bien d'autres choses. On retrouve Lance Niol. Et oui, la Ligue des Champions va bientôt reprendre, c'est ça? Oh, bonjour, bonsoir à tout le monde. Mais oui, on n'y est pas encore. Hein. C'est le 22 septembre. Après cette longue trêve internationale. Mais heureusement, ce soir, j'ai du basket avec le France-Pologne qui a lieu actuellement pour l'Euro. Mais en fait, cette pause, tu ne l'as pas dit, Jacques. Mais on avait dit que on reviendrait uniquement si Alpine faisait une bonne performance. Bon, il y a Pierrot qui a marqué des points, mais on était obligé aussi de revenir avec Isaac pour au moins lui rendre hommage. Tout à fait. Et puis avec nous aussi, Takuma Sado. J'ai entendu dire que Takuma Sado, il aurait peut-être bientôt des vacances, lui qui n'en avait pas jusqu'à maintenant. Oui. Bonsoir, bonjour. Oui, je suis en vacances la semaine prochaine, donc je ne serai pas là pour les Grands Prix de septembre. Est-ce une grande perte? N'hésitez pas à le lire dans les commentaires, ça fera du référencement, bien évidemment. Et très surpris que Lance Niol soit encore parmi nous ce soir, non pas pour faire une attaque sur possiblement son âge ou son état de santé, mais surpris juste qu'il n'ait pas été appelé par l'équipe de France de basket qui n'a plus de secteur intérieur, donc je me suis dit il allait peut-être avoir un call pour renforcer vu qu'apparemment beaucoup de blessés. Voilà. Peut-être que d'ici la fin du podcast, il va recevoir un message de Freddy Fotoux. On verra. Ce sera la surprise. Après, tu dis Fotoux aussi. Tu dis le X à la fin. J'étais persuadé qu'il fallait pas le dire, mais depuis que j'entends des gens le dire, je me dis il faut peut-être le dire. Écoute, moi je suis très malléable, moi je je pose pas de questions. Après je pense que j'ai entendu dire que c'était un débat qui aurait lieu dans le prochain Barbecue Basket peut-être. Je sais pas si Lance peut nous annoncer la prochaine enregistrement. Ouais, on essaie de voir ça peut-être sur la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça nous permettra de faire comme ça un retour sur l'Euro et aussi les prévisions de la saison NBA qui va pas tarder à reprendre parce qu'on c'est au courant octobre, donc ça va vite. Oui, dans quelques temps on est à Noël, hein, donc il vient de finir les vacances. L'année elle est pliée, c'est terminé. De toute façon, Piastri il est champion du monde, c'est sûr. Pardon, excuse-moi, j'ai déjà inventé le truc. Et avec nous, quatrième consultant expert F1 autour du Barbecue F1. Je veux bien sûr parler de Suzanne Lou. Comment ça va, Suzanne? Ça va super. Pour la petite anecdote, ce week-end, ma mère
tout à fait irresponsable, était de passage chez moi. Et je me suis dit, super, je vais lui refiler mon gosse pour regarder mon Grand Prix tranquille. Alors, j'ai regardé mon Grand Prix tranquille et j'ai kiffé. Et après, j'ai retrouvé tous les murs de ma maison, sauf mon salon, je regardais le Grand Prix, bleus. Parce que, comme elle jouait à Candy Crush, elle n'a pas surveillé le gamin, qui avait de la peinture plein les mains, mais ça l'a a priori pas défrisé. Et donc, du coup, il a mis ses petites mains bleues sur tous les murs à sa hauteur. Voilà. Donc, la F1, c'est une passion, mais ça a un certain prix. C'était du bleu. Et voir un grand prix. Un grand prix. Oh, c'est tellement fort. C'était du bleu Alpine ou du bleu Williams? J'espère pour lui que c'était du bleu Williams. Je lui souhaite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas longtemps, dans les Lego pour enfants, là, je sais même plus comment ça s'appelle, et tu pouvais avoir les Williams, c'était le pas cher du rayon. Et c'était vachement plus cher si tu avais la Alpine. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que Lego revoie ses prix, clairement. Ok. Bon, donc on va mettre les pieds dans le plat directement. Est-ce que vos murs sont tous en orange, couleur McLaren, couleur Australie? En tout cas, peut-être victoire de Piastri ce week-end et qui fait un écart avec son coéquipier, puisque Norris a malheureusement pour lui subi une panne dans les derniers tours, et donc ça fait 25-0 au championnat du monde pour notre ami Oscar Piastri. Et Lando Norris qui il a été plutôt beau joueur, évidemment ça dépend pas forcément de lui, bon il était en deuxième position, mais en tout cas maintenant on a Piastri qui a 309 points, Norris qui en a 275, on a donc faites le calcul, 34 points d'écart entre les deux. Je pose la question directement à Suzanne. Est-ce que le championnat, il est plié? Est-ce que c'est la dernière émission de la saison de Formule 1? Peut-être encore 2. Allez, mais oui, je pense que le championnat, il est plié. Après, on ne sait jamais. Un petit suspense de retour de saison. Peut-être que Lando va nous révéler son adversité la plus profonde au retour de ça. Par contre, c'est sûr que le championnat constructeur, il est plié. Oui, ça c'est sûr et certain. Ok. Toi, Lens, tu penses quoi? Est-ce que après tout une panne mécanique, alors il y en a très peu, hein. Il me semble avoir entendu que le dernier abandon pour panne de ce type pour notre ami Lando Norris, ça datait du Brésil 2022. Mais cette mésaventure peut arriver à n'importe qui, même à son concurrent pour le titre de champion du monde, Oscar Piastri. T'as 100 000 euros, tu mises sur qui? Si je dois parier des sous de manière obligatoire, j'ai plutôt tendance à mettre une piécette sur Piastri, sachant que quand tu regardes vraiment sur l'ensemble du week-end, Norris l'avait dominé quasiment jusqu'à la Q3, et finalement c'est en Q3 où il y a ce petit supplément d'âme de Piastri qui fait peut-être la différence entre un champion du monde et un non champion du monde, et on avait déjà fait ce constat l'année dernière entre un Verstappen et un Norris, et je pense que là Norris va encore être le cocu de l'histoire, mais ouais, ça va avec le bonhomme, c'est absurde. Bah ouais, c'est pas grave. Bah ouais, c'est clair que Piastri vient de te mettre un grand slam dans la tronche en te faisant pole position, meilleur tour, 100% du Grand Prix passé en tête, plus victoire du Grand Prix, sachant qu'il le dominait jusqu'à la Q3, mais bon, le mec, il le prend bien. Bon bah voilà, t'as une différence de caractère entre les deux, et je vais pas me répéter en disant que j'ai depuis quand même quelques temps, c'est qu'il y en a un qui a l'étoffe d'un Grand Prix, d'un champion du monde, en étant capable de faire des petits coups, etc. Et il y a un gentleman driver qui c'est pas grave. Donc voilà, c'est vraiment la différence entre les deux, et on parlera d'un petit Français qui fait son premier podium, qui pour moi est plus proche, heureusement pour lui, d'un Piastri qu'un Norris. Non, après, tu parlais justement du gentleman driver et ça lui faisait le gars un peu, c'est pas grave, mais Piastri, lui, qui gagne ou qui perd, c'est un peu toujours les mêmes réactions, il est toujours pareil, la même tête, c'est assez notable au niveau, il est pas très exubérant. Takuma, toi qui pars justement en vacances en Australie, qu'est-ce
Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que Piastri, c'est bon, il a le momentum, comme on dit. Il est un peu en mode Verstappen, c'est-à-dire qu'on sait pas d'où ça sort, mais il arrive à tout mettre bout à bout, comme on dit, l'expression consacrée. Il met tout à bout et tout bout à bout, et puis ça y est, pole position. Et puis il semble, même si Norris était jamais trop loin de lui, hein, il est toujours à 2 secondes, etc. Mais il n'a jamais été en danger. Il y a eu 3 safety cars, 3 relances de course. À aucun moment on a senti que Norris lui mettait une pression importante, contrairement aux autres, hein, qui quand même essayaient de tenter des trucs, comme Russell, comme Leclerc, comme derrière. Est-ce que ça y est, c'est bon, même Zak Brown, il va devoir se faire à l'idée sérieusement? Déjà, je suis plus proche d'aller à Perth en Écosse que Perth en Australie. Hein. Je dois avouer, l'Australie n'est pas un pays qui m'attire. Ensuite, il faut pas oublier qu'on était à Zandvoort et que dépasser à Zandvoort, c'est très difficile. Alors, on a vu qu'un certain Monégasque qui s'est fait torpiller sa course était capable de sortir des très beaux moves. Bon, peut-être qu'il y a eu des consignes d'équipe chez Mercedes. J'aurais peut-être dû ressortir une petite théorie du complot de mon chapeau. On aurait pu. Mais blague à part, hormis la ligne droite de départ-arrivée, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué de dépasser sur Zandvoort. Donc Piastri avait le meilleur rôle, à savoir si tu arrives à gérer ta relance, derrière tu as le clean air et tu peux en profiter. Et on sait que la McLaren dans le clean air est la meilleure voiture du plateau. Bon, pas que dans le clean air, on est d'accord, mais ça aide. Donc voilà, une circonstance différente à Monza, où la ligne droite est beaucoup plus longue et tu peux prendre l'aspiration beaucoup plus loin, etc. La situation peut être différente. Là, il avait pas beaucoup de danger à gérer. Il l'a très bien fait. Piastri pas surpris que sous la pression ils tiennent. Moi, ça me dérange pas qu'ils fassent toujours les mêmes têtes. Hein. Je rappelle que le dernier champion du monde de chez Ferrari, on peut pas dire que ce soit l'exubérance notoire. Hein. Pourtant, bon, c'était quand même un pilote qui était réputé pour être très rapide, très fiable. Et qui faisait pas qui faisait pas d'état d'âme sur la piste, fallait rouler vite, il y allait, fallait dépasser, il y allait, bon voilà, pas plus. Donc je veux pas dire que c'est terminé pour le championnat parce que j'ai dit ça très tôt dans les barbecues et au final Norris était revenu un peu plus près derrière. Là, il y a un petit écart de 30 points mais on voit bien que à Monza Piastri n'a pas de chance et a une casse moteur et c'est Norris qui l'emporte, il fait un 25-0 donc ça peut aller vite. Normalement, il y a le paquet de Ferrari. À Monza, il y a le paquet de Ferrari quand même qui est spécial que pour ce Grand Prix là. Oui. Et c'est bon, ça y est, Charles, il a déjà la moitié de la coupe dans la poche là. Écoute, on verra bien, mais tu vois, cet incident de Lando Norris me fait énormément penser à ce qui s'est passé en Malaisie en 2016 par exemple. Et c'est peut-être un tournant pour donner le titre à Piastri avec cette panne moteur, là où comme Lewis Hamilton en 2016 qui avait eu cette panne moteur en Malaisie qui avait fait basculer le titre plus du côté de Rosberg qui avait pu finir derrière. Donc comme quoi la fiabilité t'en sens plein. On dit que les voitures sont de plus en plus fiables et qu'on a très peu de casse moteur comme tu l'évoquais et il y en a une qui tombe et ça tombe du côté du chouchou de Zak Brown. Donc je suis encore plus très content que ça arrive puisque je ne peux pas piffrer Zak Brown. C'est un personnage exécrable. Ah oui. Donc voilà. Donc je suis très content que son petit protégé ait pris ça. Bon, j'ai rien contre Lando Norris personnellement. Mais voilà. Après, faut pas que Lando Norris traîne trop non plus puisque Alex Dunn est en train de pousser à la porte. Il va avoir le droit à des essais libres à Monza notamment. Donc si Alex Dunn décide de gagner le GP2 et qu'il performe aux essais libres, est-ce que Zak Brown va pas craquer et directement le mettre l'an prochain? Bon, ça, j'y crois pas du tout, ça. Non, j'y crois pas non plus, mais je balance des trucs, hein, tu sais. Mais je sais pas pourquoi t'aimes pas Zak Brown, parce que moi, je le trouve pas très beau, mais au final, je l'aime bien. Bah, disons que les incohérences de Zak Brown avec Cheetos Bibendum, bah, bizarrement. Ah oui, moi, c'est vrai, voilà. j'avais complètement zappé. Quand il y avait l'histoire avec Trump qui allait faire un tour en Formule 1 là. Ah oui, mais je croyais que c'était. Non, mais ça, il a accueilli dans le garage. Ouais. C'était assez ouf ça. Donc j'avoue que bon, voilà quoi, je porte pas trop dans mon cœur non plus. Ok. Voilà. Très bien. Après, il reste quand même 9 grands prix. Donc dire qu'avec une trentaine de points c'est terminé. Même si on sait que bien sûr les deux McLaren passent ensemble, mais comme a dit Takuma, c'est-à-dire
ou même toi, un abandon, un 25-0, ça peut arriver aussi. On va arriver sur des grands prix, tu prends Singapour, tu te rates, tu te tapes le mur, ta course elle est terminée. Donc t'es pas à l'abri non plus de te prendre 5 places de pénalité comme pour un prochain Grand Prix comme Hamilton parce qu'il a zappé On va parler deux du drapeaux Ferrari. jaunes. On va parler du Ferrari. Donc c'est Ça mérite un point. et vu que les sanctions avec nos commissaires de course qui tombent un peu quand elles veulent et qui décident de respecter le règlement quand ils veulent, t'es jamais à l'abri de rien. Donc avec ça, 9 grands prix, ça serait quand même osé dire que c'est fait. Même En tout si, cas, t'as quand même mis 100 000 normalement, euros. T'as quand même mis 100 000 euros sur Piastri, donc là, ça c'est sûr que c'est fait. Là. Ça, disons que noté, voilà, c'est sur ton ardoise. Hein. En plus, je préfère Piastri à Norris, donc si j'ai d'autant plus de facilité à le mettre, mais ok. mais ouais, ça serait quand même manquer de respect à Norris pour lui dire que garçon, la saison est terminée, quoi. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va vraiment voir quelque part la pression, parce que jusqu'à présent, ils ont une telle avance à 2 que la pression, elle est quand même assez mesurée sur le constructeur. Et il restait beaucoup de grands prix sur leur petite guéguerre interne. Là, ça se réduit. Donc, c'est intéressant de voir si Norris a pas du tout le mental et va juste lâcher petit à petit. Si Piastri, qui devient de plus en plus titrable, tient effectivement la pression sur la dernière ligne droite ou pas. Et donc, je pense que ces derniers Grands Prix vont être assez intéressants, mais ça promet quand même d'être assez serré. Vu la bagnole, j'imagine mal qu'il y ait même si l'un des deux lâche, il n'y aura pas un écart phénoménal parce qu'il marquera toujours des points. Donc voilà, ça risque d'être assez palpitant. Ouais, Il reste combien de GP avec des sprints? Il en restait 2, non? Il en reste 3. Ouais. Sao Paulo, Kota et Qatar. Mais après, juste pour cette situation de les Grands Prix passants, l'écart étant celui qu'il est, on se dit qu'il va falloir que, au final, Norris, il va falloir qu'il y aille plus franchement. Ça fait quelques Grands Prix, on se dit qu'au final, il tente pas forcément grand-chose. Et au final, est-ce que c'est pas contre nature par rapport à Piastri, si la situation était inversée? On se dit que Piastri il pourrait tenter, justement, et il l'a déjà fait, et on lui avait dit de se calmer. Mais là, McLaren, comment ils vont gérer le fait que Norris, il va avoir besoin de tenter des trucs pour passer devant, quoi. Chose qu'il a de nouveau pas faite ce week-end. Mais bon. En tout cas, si Norris gagne, moi j'aurai un argument pour toute ma vie, en tout cas pour toute ma vie matrimoniale, pour dire à mon mec, bah non, je double pas parce que je vais gagner. Clairement, ce sera la victoire des gens comme moi qui ne forcent pas à la parisienne pour passer devant le gars d'avant. Donc même si je préfère Piastri, rien que pour ça, je me dis que finalement, ce sera la victoire des gentils. Mais j'y crois pas. Pas en F1, en tout cas. Non, en F1, ouais. Sur les... Enfin, et j'essaye de me souvenir, le dernier gentil qui a été champion du monde. Voilà. Normalement, c'est vrai que je lance la pub. Non, c'est ça, c'est que finalement, ça fait vraiment partie, déjà de manière globale, si on enfonce des portes ouvertes dans le sport professionnel, si t'es un gentil, t'as tendance à te faire piétiner par la concurrence. Après, il y a une différence entre gentil et fair play. Tu peux gagner, tu peux aimer gagner avec le fair play, mais généralement, s'il faut savoir jouer des coudes, et notamment en Formule 1, oser faire des choses à 300 km/h, faut être quand même bien accroché, quoi. Et au niveau professionnel, pour monter la hiérarchie, il faut en casser des jambes. Ça Bon, le poison dans le café, ça a fait ses preuves. Le pec vaisselle suffit. Voilà. Trêve de digression. Donc là, on a parlé. Bravo à Suzanne Lou pour sa promotion dans l'agence russe. Bravo. Les techniques approuvées par Vlad. Bravo. Alors, on a fait le tour de McLaren, peut-être justement parler. Donc, il y avait ce podium avec au-dessus, en haut de la boîte, notre ami Oscar Piastri.
Pas de Norris, puisque abandon pour panne. Mais on avait en deuxième position un Max Verstappen qui, encore une fois, on va le dire, je sais même pas si ça sert à quelque chose d'en parler de son côté, mais Max Verstappen qui a réussi à un peu encore maximiser sa voiture en deuxième position, et derrière lui, Racing Bulls en la personne de notre Français Isaac Hadjar, donc plus jeune Français sur un podium de Formule 1, et on avait à noter quand même que Tsunoda marque des points ce week-end, chose à signaler. Un petit mot sur Max Verstappen et puis peut-être aussi au final enchaîner sur c'est bon, ça y est, pour à la fois peut-être son plus grand bonheur et son plus grand malheur. Hadjar l'année prochaine, c'est bon, ils ont déjà moulé le baquet pour la Red Bull, non, Takuma? Bah, je vais pas te mentir qu'il y a 1 mois et demi, tu me disais Hadjar va aller chez Red Bull, je pense que j'avais envie de me jeter d'un viaduc. Maintenant que c'est Laurent Mekies à la tête de Red Bull, je me dis, on n'est pas à l'abri d'avoir une deuxième voiture Red Bull qui ressemble à quelque chose. Ce qui permettrait à Hadjar de pouvoir s'exprimer et de faire des choses. Maintenant, on sent qu'Isaac Hadjar, il a de l'ambition, tu le vois dans les interviews qu'il a. Il a l'air très marrant, très gentil. Par contre, il a l'œil du tigre. Et il est pas là pour rire quand il est dans le baquet. Et voilà, c'était évoqué un peu plus tôt dans ce barbecue. Il a cette mentalité de, alors je vais le dire, c'est absolument pas méchant ce que je vais dire, mais il a cette mentalité de chien de la casse. C'est-à-dire qu'il fera ce qu'il faut pour aller gagner, et on sait qu'en Formule 1, il faut avoir ce côté, ce côté où il faut aller se batailler pour tout et n'importe quoi. Là, justement, il a profité de sa position, il l'a conservé, il a très bien défendu quand il y a eu les relances parce que derrière, ça klaxonnait fort. Il a profité du fait que mon Lando Norris, son moteur Mecachrome, il a pas tenu. Bon, bah tant mieux. Il fait 3e, il a été propre. Bravo à lui. J'enterrerai pas pour autant Yuki Tsunoda parce que depuis que Laurent Mekies est là et qu'il commence à lui filer aussi des nouvelles pièces et à aussi lui montrer que ils ont envie de faire des choses avec lui, ils ont envie de l'écouter et de lui permettre de se sentir bien. Sa place est pour moi pas forcément si mise en cause parce qu'il met des points là sur ce Grand Prix et tu sens quand même qu'il y a une progression chez lui. Donc je pense que Hadjar chez Red Bull, oui, mais pas forcément l'an prochain, parce qu'il faut pas oublier qu'Isaac Hadjar ce n'est qu'un rookie, et on a déjà vu des rookies par le passé prendre ce qu'on appelle le rookie wall, et parfois ça peut faire un peu mal de revenir un peu à la réalité entre guillemets. On l'a vu avec Antonelli cette saison qui a fait des hauts très hauts et qui a un petit peu plus de mal maintenant à enchaîner. On n'est pas à l'abri qu'Adjar sur la fin de saison, sur le côté enchaînement, etc. Ils sont un peu plus dans le dur. Donc, je serais pas surpris que le clan Red Bull lui dise on va voir la deuxième saison, prends le temps de vraiment bien t'installer, t'as pas de pression non plus, on sait de quoi t'es capable, fais au mieux comme t'as déjà fait, et 2027, je pense que ce serait mieux. Okay. Voilà. Alors juste, je me permets de faire un point comptable, parce qu'il y a des comptables en Formule 1. Tsunoda, actuellement, au classement des pilotes 2025, il est en 19e position. Et derrière lui, il a 12 points. Et derrière lui, il y a Colapinto et Jack Doohan. Non, mais je suis d'accord. Sauf que il faut pas oublier que Tsunoda, au début de saison, il était chez Racing Bulls et que la maison mère en voulait pas. Ils ont foutu Jack Doohan à Red Bull. On se demande pourquoi. Et au final, il a été rappelé en disant bon bah Yuki, tiens, c'est ta chance. Tiens, tu la voulais la deuxième voiture, tiens. Et jusqu'au départ de Christian Horner, on voyait pas de possibilité pour Tsunoda de s'exprimer et de briller. Maintenant qu'il y a Mekies, je suis désolé, depuis qu'il y a Mekies, Tsunoda, il arrive à faire des performances qui sont de mieux en mieux. Il est pas encore au niveau de Verstappen et je pense que de toute façon, d'ici la fin de saison, il n'y arrivera pas. Mais il y a quand même une volonté de Mekies d'incorporer Tsunoda à Red Bull plutôt que de faire Max Verstappen et le reste, on s'en branle. Même si Verstappen reste le numéro 1, et Tsunoda, il est pas là pour dire il va remplacer Verstappen. Mais il veut aider Red Bull à être Red Bull, c'est-à-dire une des meilleures écuries du plateau. Et Red Bull redeviendra championne du monde si tout l'organigramme fait de Tsunoda un pilote
à part entière et pas juste le numéro 2 interchangeable. Après, Donc ça prendra un peu de temps, mais de ce que je vois depuis que Mekies est à la tête, c'est qu'il y a au moins cette volonté de faire de Tsunoda un vrai numéro 2 qui a de l'importance plutôt que juste un mouchoir jetable que tu te balances parce que oh bah ça marche pas comme les 74 autres avant, mais on se remet pas en question. ok. Suzanne, on doit beaucoup hocher la tête. Je te laisse le micro. T'as des choses à dire. Je pense que je suis parfaitement convaincue par tout ce qu'a dit Takuma. Je l'étais déjà avant, mais je le suis encore plus après sa sortie. En plus, il y a un point que je voudrais ajouter sur Tsunoda, c'est que quand on regarde, lui, c'est à peu près un rookie wall parce qu'il est arrivé en F1, on a dit il est super, ça va être génial, c'est un talent brut. Ça n'a pas été si simple que ça pour lui. Et il est revenu, du moins quand il était chez Racing Bulls et tous les noms qu'elle a pu avoir avant. Il est revenu. Et il commençait à être bien, on commençait à se dire, et d'ailleurs, beaucoup de commentateurs disaient, il faut surtout pas pour lui qu'il monte chez Red Bull parce qu'en fait, il va être détruit et ça va signer la fin de sa carrière. Il est quand même parti avec beaucoup d'enthousiasme chez Red Bull. Et pour autant, même si effectivement comptablement c'est catastrophique, il s'accroche avec de la détermination et il progresse, comme l'a dit Takuma. Et donc je pense qu'il faut pas l'enterrer trop vite. C'est sûr que c'est sans doute pas un pilote titrable, mais il est bien exploité. C'est terrible d'ailleurs, ce que je viens de dire en termes de mots, mais c'est un peu ça. Bien exploité. Ça peut être un bon deuxième pilote. Et pour le coup, lui, il a encaissé en tant que rookie, parce que ça devient un vieux rookie, même s'il a commencé très jeune et qu'il est plus rookie. Il a encaissé déjà beaucoup et ça permettrait de protéger Hadjar. Et sans compter que la détermination de Verstappen à rester pilote de F1 est quand même très incertaine. Moi, si j'étais Mekies, alors je connais pas Verstappen, certes, mais si j'étais Mekies, clairement Verstappen a toujours dit je ne resterai pas vieux. Sans jamais le dire, mais il le dit quand même, hors de question pour lui d'être un Raikkonen ou un Hamilton qui reste là très longtemps en gagnant ou en ne gagnant pas. Donc, il n'est pas impossible qu'à un moment, il décide que ça lui va et qu'il se barre. Oui. Et donc, passer directement sur le plan Hadjar, au risque de se retrouver un peu dans le vide, c'est quand même assez dangereux si jamais Verstappen dit à la fin de la prochaine saison ou à la fin de la saison d'après, je me casse, qu'il arrête la F1 tout court, ce que moi j'imagine très probable, ou que, comme on l'a vu avec les rumeurs de Mercato Mercedes, les résultats ne soient pas en rendez-vous avec la nouvelle réglementation technique et qu'il regarde pour partir ailleurs. Donc ce serait quand même hyper fragilisant de déjà sortir Tsunoda pour monter Hadjar et pas avoir de plan B. En même temps, Tsunoda, ça reste un pari un peu audacieux. Mais ils ont toujours la possibilité de le virer l'année prochaine en milieu de saison. C'est quand même leur spécialité. Ouais, mais alors justement, tu parlais bien de ce changement de réglementation. Est-ce que là, c'est pas justement la bonne fenêtre pour Hadjar pour aller chez Red Bull, sachant qu'ils reconstruisent les choses à zéro, chose qu'il n'y avait pas pour ses prédécesseurs qui avaient le deuxième volant chez Red Bull. Qu'est-ce que tu penses de ça, Lens ? Je pense que ça dépend aussi de ce qui va se passer, parce qu'on disait autant il restait beaucoup de grands prix pour décerner le titre de champion du monde pilote. Je pense qu'il reste aussi pas mal de grands prix pour voir comment ça va se goupiller, parce que même si ça va mieux pour Yuki avec l'arrivée de Laurent à la tête de Red Bull, si c'est pas très souvent au Q3, ça ne marque pas beaucoup de points parce que c'est vrai que oui, il a 12 points, mais c'est le dernier des pilotes à avoir marqué des points. Les deux derrière, ils sont à 0. Hein, donc finalement, devant lui, il y a même tous les rookies. Et il y en avait quand même 6 cette saison. Il était aussi là maintenant, il était aussi chez Red Bull Racing. Il n'a pas marqué beaucoup de points non plus. Donc je pense que ça dépend quand même pas mal de choses. Si en plus Isaac
alimenté par ce podium, comme tu l'as dit, Takuma, c'est-à-dire c'est un chien de la casse, mais c'est aussi quelqu'un qui va se nourrir de ça. Là maintenant, Isaac, il a goûté le sang de ses victimes, tel un vampire, il va vouloir y retourner. C'est-à-dire que là, cette sensation qu'il a eue, il va vouloir la retrouver tout le temps. Alors, il faudra aussi tempérer ses ardeurs parce que à ne pas faire de n'importe quoi et finir à se cracher ou en allant au tas avec un mec parce que t'as essayé de faire un dépassement un peu impossible. Donc c'est là où on va voir si Isaac a la tête bien sur les épaules. J'en doute pas, mais on ne sait jamais. On peut toujours craquer, Tu peux être un peu grisé par ce qui vient de t'arriver. Mais si sur les 9 prochains Grands Prix, et je le souhaite, tu as Isaac qui fait encore un podium, parce que là, pour le coup, c'est même pas sur le fait qu'il va chercher pendant la course, c'est qu'il fait aussi une Q3 et il fait 4e, il fait P4 au qualif, quoi. Donc il est juste derrière les deux papayes intouchables et Max Verstappen. Il est devant Charles Leclerc, il est devant Lewis Hamilton, il est devant George Russell. Il est pendant toute la course, il est pilonné par derrière, il fait pas une seule erreur, même sur les relances de course. Et il y en a quand même 3. Tu pourrais dire, bah voilà, au bout d'un moment, le poste de rookie, il va lâcher, surtout avec les mecs qu'il y a derrière lui, et il fait pas une erreur. Donc c'est pour le coup, tu sens qu'il y a quand même quelque chose. Et si il montre qu'il y a encore ça, on espère pour lui qu'il soit pas catapulté dans la Red Bull dès cette saison. Ça, c'est juste ce qu'on lui souhaite, qu'il continue son apprentissage chez Racing Bull. Même si avec Laurent Mekies, tu te dis que ça pourrait passer un petit peu plus en douceur que Christian Horner. Mais bon, il reste toujours un autre mec chez Red Bull qui pourrait l'embêter. Donc il continue chez Racing Bull, mais après c'est toujours pareil. Je sais pas comment ça se passe au niveau des essais sur les simulateurs. Est-ce que on apercevra Isaac faire un tour dans le simulateur Red Bull et que s'il est performant, est-ce qu'il va être propulsé là-bas? Moi, de toute façon, de manière globale, tu refusais une 11e écurie, mais tu acceptes qu'il y ait 2 écuries sœurs en F1. Donc déjà, moi, rien que ce truc-là, ça m'a toujours étonné et ça devrait même être interdit parce que en cours de saison, c'est blanc bonnet, bonnet blanc. J'ai cru à un moment donné, quand il y a eu les radios à la fin du Grand Prix, là, que c'était carrément Horner qui félicitait. Enfin, je devais être fatigué, mais tu vois, je me disais, on va entendre Horner féliciter Adjar. Bon, c'est pas possible parce que Horner n'est plus chez Red Bull, mais on pouvait presque imaginer que le manager, le team principal de Red Bull va féliciter le rookie dans l'écurie sœur. Mais bon, ça c'était. Ouais, Mekies a dû le faire. Mekies s'est sûrement fait, puisqu'il a fait quand même toute la première partie de saison avec Adjar, donc il y a de grandes chances que Mekies soit allé le voir. Mais il y a un truc sur Adjar qui l'a, je pense, énormément aidé, c'est de se foutre dehors en Australie sur le tour de chauffe. Je pense que ça, vu l'état d'esprit dans lequel il est, vu l'ambition qu'il a, le fait d'avoir ce crève-cœur sur son premier Grand Prix et de, excusez-moi l'expression, passer pour un con, puisque c'est ce qui est arrivé, hein, il passait pour un con, le pauvre. Je pense que ça le nourrit et que ça le rend encore plus méfiant et encore plus prêt à tout. C'est-à-dire, il fait attention maintenant à vraiment être très précis, à pas faire le truc de trop. On l'a vu sur tout le week-end. Même les très grands ont fait des erreurs, que ce soit Verstappen sur les essais libres ou Lewis Hamilton en course. Voilà, les grands pilotes ont fait des erreurs sur ce circuit. Lui, il a été nickel. Il a été parfait. Donc, je suis très content qu'on ait un pilote français qui vienne prendre la relève de Ocon et Gasly, qui sont plus sur la deuxième partie de leur carrière que sur leur début, même s'ils ont encore des années devant eux. Attention, je les enterre pas. Mais on a la relève avec Adjar. C'est dommage qu'on n'ait pas eu la porte ouverte avec Théo Pourchaire, qui rejoint Felipe Drugovich au champ d'honneur des champions de F2 qui regardent la F1 depuis leur canapé. On vous embrasse, les gars. Hein. J'ai pensé que j'avais annoncé le sujet Cadillac avec Trump. Ouais. Même si il y a, je sais pas si on en parlera de Cadillac, mais
les gens sont tombés sur le choix des pilotes que je trouve On en justement parlera. On en parlera. extrêmement logique pour ma part. On en Et après, parlera. Mais ok, bah Takuma, ouais, c'est bon, on a fini sur Isaac Hadjar. On va arrêter de lui lancer des lauriers, sachant on n'a pas dit non plus qu'il n'y avait pas eu tout le roulage qu'ils voulaient sur les essais libres, puisqu'ils ont eu des problèmes techniques avec la voiture. Tout à fait, oui. Et donc ça, encore une fois, ça veut dire que ça vient pas de nulle part. C'est pas juste il s'est mis à pleuvoir, ils sont pas arrêtés, et puis boum. Premier avec des circonstances de course. Alors peut-être le podium, circonstances de course, mais la 4e place, elle est complètement, elle vient que de lui, quoi. C'est vrai que c'est ce qui a été dit. C'est rien. Le fait qu'il soit P3, c'est un podium. Il restera dans les livres d'histoire de la F1. Il aurait été P4, il aurait fait exactement la même course. Sauf que, comme certains avant lui, tu profites d'un abandon en face de toi. Il y a certaines personnes, elles ont gagné limite leur seul Grand Prix grâce à ça. C'est comme on peut parler de Gasly et Ocon, leur victoire, même si ça ne veut pas dire que ça enlève le mérite. Mais c'est vrai qu'il y a eu des circonstances de course qui ont favorisé ça pour Hadjar. Et il a tenu la pression. Exactement. Parce qu'en plus, il partait P4, donc il partait pas. C'est pas George Russell à Spa qui, bon, si il partait P2, mais il a fait un tour. Mais parfois, t'as des faits de course qui font que t'as quelqu'un qui remonte beaucoup. Lui, il partait quand même à une position où il avait du monde derrière. Il y a de quoi pour quelqu'un qui a même pas fait une saison de F1. Il n'a qu'une demi-saison de F1 à son actif, 3/4. Il y a de quoi faire des erreurs, surtout sur un circuit difficile. Donc, c'est à mettre à son crédit, mais c'est un laurier de plus qu'on lui jette. Suzanne, tu disais des faits de course qui permettent à des pilotes de revenir de loin. Oh, ça serait pas arrivé à Zandvoort ce week-end quand même. Oh. Bah non, mais on les a complètement oubliés. On est resté focalisé sur Leclerc et son drama très cinématographique. En même temps, le pauvre, je pense vraiment, ça fait des années que je le dis, mais il faut qu'il aille se faire démarabouter. Je ne vois plus que ça pour lui. Mais on a oublié les autres. D'ailleurs, c'est dommage. Franchement, Albon, il doit avoir le seum. Hein. Moi, j'ai plus envie de citer Berman, perso, quand même. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai il part de la pit line, hein, mon bon Oliver Berman, hein, quand même. Hein. On va enchaîner sur Ferrari. Comme Suzanne le disait, voilà, on a notre ami Charles Leclerc qui est frappé de la malchance. On a notre ami Hamilton qui lui aussi il rate sa rentrée et puis on sait pas trop. On avait dit qu'il avait l'air touché au niveau psychologique. Ça a l'air quand même de continuer sur la même lancée avec à chaque fois il me tarde de rentrer à la maison. Ben oui, mais c'est un peu dommage. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce week-end Ferrari? Lewis avait dit je suis reboosté avec mes vacances, etc. Et puis là, c'est vrai qu'il y a eu ces images et ces photos de Charles Leclerc sur la butte, un peu le penseur de Rodin. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pris un missile. Lance, comment tu vois au final, c'est déjà presque le moment de dire la saison de Ferrari, c'est compliqué. Et Vasseur, il a été menacé il y a quelques temps. Là, on parle plus de son poste qui est menacé parce qu'on a dit que c'était un peu il fallait encore faire des choses dans l'organigramme de Ferrari. Mais là, c'est vrai que c'était mis tout sur Monza, quoi. Ouais, après, c'est ça, c'est que quand on est à espérer des victoires de prestige, comme Monaco ou pour pouvoir t'en sortir, c'est compliqué. T'as quand même aussi un retour de bâton. Il y avait une telle hype avec l'arrivée de Lewis en début de saison. T'as forcément le retour de bâton qui est proportionnellement violent, quoi. On retrouve le même Lewis prenant sa peine que sa dernière saison chez Mercedes. Donc là, tu es en train de te demander, on mettait ça un petit peu sur le compte de la voiture, qu'il n'arrivait pas, ou peut-être que cette réglementation a effet de sol où il a jamais réussi et finalement a tiré son épingle du jeu avec Mercedes. Mais on voit que même chez Ferrari, c'est compliqué. Alors après, il y a son coéquipier pour le coup, qui peut peut-être lui faire avaler un peu plus la pilule sur ce Grand Prix, parce qu'il était pas dégoûtant hein, sur le week-end. Il était pas mal, hein, Hamilton au final. Mais là, les deux, hein. Les deux, ils sont bien les sur le week-end.
donc là, c'est sûr que limite l'erreur de débutant. On louait justement le fait que t'as Isaac qui a pas fait une seule erreur. Et là, bah, la dernière erreur comme ça de Lewis Hamilton, c'était il y a quoi? C'était il y a 10 ans. Enfin, c'est essayer de se souvenir la dernière fois où il s'est mis tout seul comme un grand dehors. Ok, Il y a je peut-être sais. cette saison. Mais En tout cas, après, c'était la t'as première encore, fois en qu'il plus, finissait pas une course cette saison. Ouais. Donc en plus là avec Charles qui pour le coup comme le disait Takuma au début de l'émission a été l'un des rares à oser qui a fait des beaux dépassements enfin qui était vraiment dans sa course qui a essayé d'aller chercher il y avait George une belle passe d'armes avec George Russell qui a essayé d'aller chercher Isaac pendant toute la partie où il était encore dessus et qui se fait attraper parce qu'il y a Kimi Antonelli qui a décidé de se montrer à tous les grands prix, mais pas de la meilleure des façons. Donc, qui lui, pour le coup, le rookie wall, c'est le rookie Ling Magino qui se prend dans la tronche Antonelli, parce que avec Takuma, on était dithyrambique sur lui sur le début de la saison. Là, pour le coup, Pourtant- depuis le Grand Prix à domicile où il avait emmené ses copains copines du lycée. C'est vrai, ouais. C'est ça qui Et est en fait, bizarre. depuis, il est, Ah, il y a le- enfin, il y a eu un il a podium, il trouvé y a le un podium trou, après, quand même. il est tombé dedans et bon, Mais ouais, normalement, la ligne Maginot avec une écurie allemande, il aurait dû s'en sortir. c'est pas faux, c'est pas faux. Mais non, voilà, c'est pour ça que c'est d'autant plus rageant pour Charles. Et c'est vrai que t'as ce côté homme maudit, tu sais, ça fait un peu vraiment. C'est limite, on avait l'impression de voir un héros d'un roman de Stendhal, quoi. C'était Ça m'a fait penser à Fernando Alonso quand il était chez McLaren quand même. Hein. Le côté regard dans le vide, c'est qu'est-ce qui ça. m'arrive Mais j'ai vu des tonnes de mèmes, comme tout le monde, je pense, sur Bah oui. Internet. Mais il y en a quand même un de Infintroll qui était mon préféré. C'est qu'ils l'ont mis en mode jaquette de CD. Je sais même pas si on dit encore jaquette. Désolé. Ça va. Mais J'accepte. avec sa propre musique là, son truc oui. de piano qu'il avait enregistré, qui à l'époque me paraissait genre de la musique un peu, tu vois, t'avais envie de rouler avec sur une route de campagne au soleil couchant. Ben en fait là, j'ai perçu à quel point c'était déprimant comme musique. Et il y avait lui en jaquette sur sa petite colline là. Et puis ils avaient fait, alors ils avaient affiché c'était la Scuderia Ferrari. Ça déjà, j'ai pas failli m'en remettre. Et puis il y avait 12 titres, tous autour de It's Just Water, So Much Wisdom. Enfin voilà, que des références à cette saison. Et c'était incroyable. Et je me dis vraiment, mais il doit recevoir des tonnes de messages de propositions de désensorcellement ou j'en sais rien. C'est-à-dire le mec qui te met des mots dans la boîte aux lettres en disant qu'il va dépanner ton Est-ce qu'il y en a ton beaucoup ordinateur à Est-ce qu'il y en a distance. beaucoup à Monaco quand même des petits prospectus comme ça? Oh dans bah la semaine, oui, sais je pas. pense. Moi, je connais une cartomancienne à Monaco qui prend très très cher. Donc, je suis sûre qu'elle a mis des mots dans la boîte de Charles Leclerc. N'hésitez pas à nous faut faire quelque contacter chose. sur l'adresse de l'émission pour avoir ces petites infos. Alors après, on n'a pas dit que ça serait gratuit. Ok. Bon. Mais alors après, c'est pas facile d'être supporter de Ferrari. D'ailleurs, ceux qui étaient des fervents supporters de Ferrari, ça fait une belle lurette qu'ils ont participé à l'émission. C'est une petite dédicace pour notamment Fernando Gaspacho ou peut-être Gerhard Berger qui aime bien la Scuderia mais qui ne participe plus trop aux émissions. On a l'impression que ça peut jamais s'arranger comme il faut, même quand il y a un peu de performance. Même quand ça revient un petit peu, avant on disait ils n'arrivent pas à changer les pneus, avant ils n'arrivaient pas à faire des stratégies. Là c'est le sort s'acharne, c'est compliqué. Et puis est-ce qu'ils ont peut-être pas, à la différence des autres, tout mis déjà sur 2026 très tôt. C'est ça qui est peut-être un peu rageant du côté de Ferrari. Est-ce que je sais pas s'ils ont tout mis sur 2026. Ils ont forcément planifié, tu vois, mais non, mais ils ont planifié, mais quand tu vois que la voiture a quand même de la perfo, je pense qu'ils ont trouvé une bonne balance, un bon équilibre plutôt qu'une bonne balance. Après,
Pour moi, vraiment, sur ce coup-là, on voit vraiment les deux. En fait, on a vraiment vu les deux dynamiques de Ferrari, c'est à savoir le dépressif qui arrive à rien et qui se fout tout seul dans le mur, à savoir Lewis Hamilton, qui, bon, aurait pu avoir 30 secondes d'avance devant, aurait trouvé le moyen de se foutre dehors, puisque là, apparemment, il y arrive pas. Et Charles Leclerc qui nous sort le dépassement, peut-être top 3 dépassement de l'année, parce qu'il faut quand même aller le sortir, celui-là, avec un George Russell qui s'est dit, bon, non, pas de place, non. Non, laissez de la place. Comme dirait un grand philosophe à l'époque de la Scuderia, all the time you have to leave a space, bien sûr. Mais ouais, non, c'était un sacré dépassement et malheureusement derrière il se fait harponner. En plus, Leclerc s'en sortait pas si mal alors qu'il avait eu pas de chance puisque quand Hamilton se fout dehors, Leclerc venait de s'arrêter et il aurait pu vraiment s'en sortir avec beaucoup plus de place perdue. Au final, il avait qu'une place en moins, celle que Russell lui avait prise et que du coup il avait récupéré derrière. Donc il y a vraiment failli y avoir en plus un enchaînement de circonstances contre la Scuderia. Ils arrivent à avoir des stratégies balbutiantes. Les arrêts au stand sont très bons, ça au moins ils ont réglé ça. Voilà, tu repars après des années de cimetière indien, ils sont encore en train de nettoyer les coins, ils redécouvrent des poupées vaudou et des petits squelettes qu'il faut c'est ça. Voilà, qu'il faut aller à la déchetterie. Mais bon. Mais après il y avait faut garder. Il y a pas mal de Grands Prix qu'on n'avait pas débriefé, je pense pas, on n'en avait pas parlé, mais il me semble que c'est le Grand Prix où Charles était pas là, en tête pas mal de temps pendant le Grand Prix et puis au final il a fini 3e, non? C'est ça, si je ne m'abuse. Enfin bon, c'était avant les vacances, ça c'est pas facile. Ouais, il termine 3e. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur Ferrari? Est-ce que que là ils sont attendus, hein. Monza, oui. Est-ce que si ça continue de ce tonneau-là, est-ce qu'Hamilton il va c'est compliqué cette saison. On avait été je pense qu'Hamilton, là, c'est le coup de grâce. Là, on disait tout à l'heure que dans le championnat, Norris Piastri, c'était peut-être le tournant. J'espère me tromper parce que Hamilton et Ferrari, et dans la même phrase, ça me fait beaucoup de mal de le dire. Mais Hamilton, psychologiquement, il s'effondre quand même depuis 2-3 ans. Depuis le vol de son titre, quoi. Mais il s'en est jamais remis. Il distançait de temps en temps, il faisait des coups d'éclat, mais distançait pas Russell tant que ça, alors qu'il aurait dû. Et ça, en fait, parce qu'il n'y avait pas le moral. Et là, chez Ferrari, c'est de pire en pire. Et avant les vacances, c'était terrible de l'entendre dire à Muses. Mec, t'es juste le héros de la plupart des fans de F1, mais là, c'est trop brutal, juste au retour de sa période où il est censé s'être un peu remis de sa déprime. Franchement, je sais pas s'il va s'en remettre. Pour de bon, c'est compliqué. Et sachant qu'il faut pas oublier qu'il a 5 places sur la grille en moins. Pour Monza, suite à ce que vous disiez au début là, avec sa pénalité, qu'ils n'ont pas d'ailleurs servi pendant le Grand Prix. Parce qu'elle est tombée après la course, sa pénalité. Mais oui, mais elle est sur une action d'avant même le départ. Donc c'est quand même mais s'il te plaît, Jacques, tu vas quand même pas tomber des nues d'apprendre que la FIA ils sont pas capables de donner des pénalités à temps, s'il te plaît. Ça fait des années que les mecs ils il était sous enquête avant même le départ de la course. Oui, mais ils l'ont donné après la course, parce que c'est la FIA qu'il faut surtout pas donner des trucs à temps. Attends, t'imagines? Après, ça va être quoi, donner une pénalité à Sainz alors qu'il a rien fait? Non, quand même pas, ils s'en sont pas capables. Tu veux pas nous sortir un petit complot anti-Ferrari, alors qu'en plus, ils ont pas besoin de ça pour ils font des auto-complots déjà, et là, on pourrait dire que là, pour un coup, c'est le complot qui vient de l'extérieur. Un complot anti-Ferrari pour la FIA, non. Je sais bien que je peux inventer des trucs, mais là, va vraiment falloir de la science-fiction. Faut que je demande à certains auteurs de m'aider. Ouais. Ok, alors on a bien parlé de Ferrari. Est-ce que vous avez envie d'ajouter des trucs sur d'autres écuries en particulier? On a fait McLaren, on a fait un peu Red Bull, Racing Bulls, Ferrari. Bon, on a la rentrée d'Antonelli qui s'est mal passé. Il a ce rookie World qui est complexe. Vous avez parlé peut-être de Haas,
qui marque des points avec les deux voitures. Alpine, je sais pas si ça vaut trop la peine d'en parler. Après, on a le sujet Cadillac. C'est vous qui dites, Lance. J'ai été étonné de voir Aston Martin pas trop mal ce week-end. Mais, de temps en temps, ils reviennent d'entre les morts. Tu crois qu'ils peuvent faire quelque chose? Et puis, bon, finalement, le Grand Prix d'après, là, pour le coup, je peux utiliser mon mot préféré circonstanciel hein, sur chacune de leurs performances. Mais ouais, donc là, tu sais pas, ils sont tous les deux, donc Lance et Stroll et Fernando Alonso, P7, P8 à l'arrivée. Donc, bien sûr, ils bénéficient aussi, tout le monde a gagné une petite place avec l'abandon de Norris, quoi. Donc, mais ouais, c'est à souligner quand même qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu sur ce Grand Prix. Donc, sachant que eux aussi, c'est Lens qui partait après avoir fait un peu nawak en qualification. Il partait 19e, finir P6, ça fait partie des belles remontées sur ce Grand Prix. Je t'avouerais que j'avais vu un moment que Gasly était 10e. J'ai fait ouais, Pierrot il a fait les points. Et là en fait j'ai redécouvert qu'il était au fin fond du classement. Donc Ouais. Oui, c'est juste qu'à un moment, il n'avait pas pité, donc il est remonté mathématiquement. Moi aussi, j'ai eu un moment de j'ai raté un truc, c'est ça en fait. Ouais. mais non, c'était juste Après, il a une fini bon sombre dernier. histoire de pit. Ok, Donc, à noter donc, tout de voilà. même, parce que tu parlais d'Aston, que justement on a sorti les stats avec l'histoire de Hadjar, qui est le 5e plus jeune pilote de l'histoire de la Formule 1, sachant que dans les 4 devant lui, il y a notamment Lance Stroll. C'est surprenant, mais c'est vrai. Ouais, mais moi, Lance Stroll, c'est vraiment mon truc. Je sais pas, j'ai l'impression d'être à contre-courant de tout le monde et c'est sans doute pas rationnel, mais je me dis, je peux pas m'empêcher de me dire, on l'a beaucoup taxé d'être un pilote payant, ce qu'il est, mais en fait, je pense que c'est pas là le fond du problème. Je pense que c'est un mec qui a un potentiel de talent énorme. C'est juste que c'est pas lui qui a envie d'être là. Il vit par procuration grâce de son père et donc je crois que c'est encore pire, tu vois, d'être là parce que t'as du pognon mais t'as envie. Mais lui, je pense qu'il a pas envie en réalité. Et de temps en temps, il te fait des coups d'éclat parce que il est bon. Enfin, il y avait du potentiel. Mais en fait, il subit le truc. Et je sais plus, un jour, il disait, moi, j'aurais voulu faire du tennis, pas de la F1. C'est terrible, mais je pense que ça explique sa carrière. Et t'as plein de sportifs comme ça, hein, et tu prends chez les footballeurs, il y en a beaucoup, le football, c'est leur métier, mais à côté, leur sport préféré, c'est le basket, par exemple. Donc, les mecs, ils regardent la NBA, ils se couchent à pas d'heure, parce que le lendemain, bon, il y a l'entraînement, mais ils peuvent faire une petite sieste l'après-midi, donc c'est pour ça qu'ils peuvent tenir au niveau de la performance. Mais ouais, tu sens que des fois, oui, c'est pas le petit, ils aimaient ça, je pense qu'ils aiment quand même. Après, C'est particulier quand même, parce qu'est-ce oui, qu'il y a beaucoup de footballeurs payants dans il y en a eu. Il y en a eu, vas-y, c'est que le fils de Muammar Kadhafi, par exemple. À la Lazio, je crois. T'en avais quelques-uns comme ça ça. fait partie, c'est les anecdotes de foot c'est le mec qui a eu le plus haut taux il a été contrôlé position sur l'Androlone, je crois, c'est le plus haut taux de l'histoire des contrôles, je crois, il me semble. Enfin bon. Ok, alors on a parlé. Après, peut-être que dans des championnats un peu plus exotiques, ou alors on a tous eu un moment ou un autre quand on était en club, mais quel que soit le sport, le fils du coach. où le fils du coach joue alors qu'il est pas bon. Hein, c'est ça. Et alors qu'il aura envie de faire de la Formule 1, mais il est sur un terrain de foot. C'est ça exactement. qui n'est pas logique du tout. Ok, on a parlé d'Aston. Est-ce que Takuma t'aurait envie de parler justement? Tu nous disais Berman, on n'en parle pas. Est-ce qu'on parlait pas de moi, Haas j'ai envie de saluer les deux As parce qu'elles partent 18 et de la pit lane, sachant que Berman était 19 avant de partir de la pit lane. Et au final, ils se retrouvent à faire P6 et P10, ce qui est quand même plus qu'honorable sur un circuit comme Zandvoort. Si ce bon vieux Oli Berman n'était pas tombé dans la même saison qu'Isaac Hadjar, je pense qu'il aurait grandement pu avoir rookie de l'année. Alors c'est un rookie avec une astérisque, puisqu'il avait déjà piloté, mais
mais c'est sa première saison complète et on voit il ne fait pas tâche. Donc, c'est des bravo à lui d'avoir su s'adapter. Et bravo à lui d'aller chercher ces 8 points qui sont très importants pour As dans leur lutte au classement constructeur quand même, puisque si devant ça semble être géré pour la première place, derrière il y a une lutte à 3 pour la deuxième, et derrière entre Williams qui est cinquième et As qui est neuvième, alors vous allez me dire il y a 36 points, c'est beaucoup, mais les écarts sont tellement faibles qu'on peut avoir une écurie qui peut marquer 12 points sur l'un et Williams marquerait 0 et ça va tous resserrer, etc. Il y a des sprints il y a 9 courses plus 3 sprints. Ah, c'est pas si loin. Ils sont qu'à 7 points de Kick qui est huitième et à 16 points de Visa Kachap qui est septième et 18 d'Aston Martin 6. As, ils sont pas si loin de remonter à une belle place au final dans le classement. Et avec Berman et Ocon, ils ont un duo de pilotes qui est plutôt solide. Donc en vrai de vrai, moi voilà, j'ai envie de dire bravo. C'est une écurie qui enfin progresse et c'est une écurie qui a progressé depuis le départ d'un certain Gunther S. Alors là, vraiment, je sais, hein, je l'ai déjà sorti, hein, voilà, cet argument. On n'est absolument pas surpris. J'ai vu qu'il allait, alors j'aurais dû revérifier, mais confuse, mais qu'il allait racheter ou au moins gérer la nouvelle écurie, l'écurie Tech 3 en moto. Ce qui est terrible puisque l'écurie Tech 3 est une super écurie en MotoGP et si Gunther Steiner s'en occupe, bon, bah désolé, désolé pour toute l'équipe. Mais en tout cas, content pour As néanmoins. Bravo Oli Berman pour cette belle remontée. Bravo Esteban Ocon d'être allé chercher un point, aidé par l'abandon de l'abandon de Norris et la pénalité, enfin les pénalités adressées à Antonelli puisqu'il a les 10 secondes pour l'accident et speeding de pit lane. Mais pour 0,3 km/h, c'est ça? Oui, oui, bah, écoute, De c'est la dépassement. limite. Hein. C'est la limite, hein. C'est comme le hors-jeu, Lens. Tu sais bien ça. C'est vrai. Ok. Non, par contre, tu disais sur le rookie de l'année, pour toi, c'est Isaac qui va l'avoir? Parce que au niveau il fait podium. du nombre de points, t'as Kimi, quoi. Ouais, Il en a 2 fois plus, quoi. Ouais, mais il est chez Mercedes. Ouais, Et je trouve que Kimi fait beaucoup plus d'erreurs qu'un Isaac Hadjar qui, pour moi, est d'une constance et d'une régularité dans le bien. Et surtout, il est chez Visa Kachap. Et je suis désolé, j'ai pas de marque ce soir, je suis fatigué. Mais voilà, pour moi, c'est beaucoup plus exceptionnel de voir une V-Carb sur le podium qu'une Merco. Tu vois. Donc c'est pour ça que pour moi, Hadjar. Je suis d'accord avec Takuma, d'autant que Hadjar, il est plutôt pour le moment, sur une pente plutôt ascendante, c'est-à-dire qu'il est très régulier, et puis quand il fait un coup d'éclat, c'est de mieux en mieux, alors que Kimi, il est plutôt sur une pente descendante. Certes, ils n'ont pas la même pression, mais enfin, Takuma a raison, c'est pas comparable, ils partent pas avec les mêmes armes. Ok. Suzanne, est-ce que tu n'aurais pas envie de parler de Williams ou au final on peut directement lancer ce qu'on a envie de voir à Monza dès ce week-end? Bah, moi j'ai de la peine pour Albon parce que en fait quand il fait des trucs bien, il y a toujours autre chose qui se joue et donc on n'en parle pas assez. C'est-à-dire que de temps en temps, quand il se passe rien, c'est toujours l'occasion de dire ah oui, Albon, en fait, il se fait virer de Red Bull, mais c'était un bon pilote. Mais c'est vraiment pour meubler les tours où on a envie de faire la sieste. Et puis, quand il fait des belles remontées, on oublie un peu. Mais on s'est déjà appesanti quelques émissions plus tôt. Effectivement, Williams opère un retour quand même plutôt solide. Ils ne reviennent pas au premier plan, mais ça consolide leur place d'écurie de midfield, de bonne écurie de midfield, et ça fait plaisir parce que c'est... J'aime pas utiliser les mots à la mode et Cyrulnik, c'est Cyrulnik, mais quelque part, Williams, c'est une histoire de résilience aussi, et ils reviennent une énième fois, et voilà, ça fait plaisir. Et après, surtout quand tu mets en balance Sainz de l'autre côté, quoi. J'allais dire. Parce que c'est... Oui, bon, j'oublie l'histoire des pénalités qui sont pas méritées. Ça, par contre, c'est un mérite d'un nouveau truc sur la FIA.
Ok, ben on a fait le tour de ce Grand Prix. Je pense qu'on va parler de Monza. Et puis on va faire. Tu voulais pas parler de Cadillac vite fait, Jacques ? Ah oui, si t'as raison, pardon, excusez-moi. Ben ouais, on va parler de Cadillac. Donc au final, l'écurie l'année prochaine, 11 écuries. Et puis ils ont donc annoncé l'heure de pilote pour 2026. Et c'est Pérez et Bottas, les deux vieux briscards. Takuma, je te laisse donner ton avis sur ces choix. Pour moi, pour lancer une écurie, je pense qu'ils ont fait un bon choix de prendre des pilotes qui connaissent la Formule 1. C'est sûr qu'on aurait tous rêvé que Cadillac débarque avec de jeunes pilotes, bien sûr. Néanmoins, je fermerai pas la porte à ce qui est Pérez ou Bottas qui ne fassent qu'une seule saison, même s'ils ont signé des contrats pluriannuels. Parce que les grosses rumeurs font que un certain Colton H, c'est Herta qui arrive en Formule 2? Non, c'est Palou qui arrive en Formule 2, je crois. Et je serais pas surpris que Cadillac prenne un pilote d'IndyCar qui fait une saison arrivée en Formule 2 pour l'installer aussi et lui permettre de faire la passerelle. On verra. Mais pour commencer ton aventure, tu prends des pilotes expérimentés qui vont avoir les dents longues parce qu'ils avaient pas de poste, etc. Donc, pour moi, c'est pas si mal. Après, est-ce que Cadillac serait capable d'apporter une voiture assez tôt pour les tests, etc. Il y a des doutes déjà, on verra bien. Mais je suis quand même content de voir Cadillac débarquer. C'est un grand nom. On sait très bien que l'ambition de Liberty Media, c'était de conquérir le marché états-unien. Bon, bah là, il y a Haas, il y a Cadillac, ils ont 3 grands prix. Bon, je sais pas ce qu'il vous faut de plus maintenant. Surtout que l'IndyCar est un peu dans un creux. Donc, bon, on verra bien ce que fera Cadillac. Mais je trouve que c'est un bon duo de pilotes. Je sais pas qui veut reprendre entre Suzanne et Lenz pour parler un peu de l'arrivée de Cadillac. Suzanne, écoute, toi, est-ce que tu vois d'un bon œil déjà l'arrivée de Cadillac? Est-ce que tu penses, toi, que c'est un bon duo de pilotes? Est-ce que tu aurais préféré un panachage entre un ancien et un petit jeune pour être encadré, etc. Est-ce que tu es surprise de pas voir un pilote américain aussi, puisque même si Sergio Pérez, avec le Mexique, a une proximité avec les États-Unis, il n'y a pas de pilote américain en Formule 1 et ça aurait pu être l'opportunité. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Moi, je suis très contente de voir arriver une nouvelle écurie. Ça met un peu de suspense. Ça rebat un peu les cartes. Effectivement, tu l'as bien dit. Oui, on aurait tous aimé un truc un peu hollywoodien. Alors, sans citer F1 le film, avec le duo, le vieux et le jeune, mais quelque chose peut-être qui ait des conséquences sur le mercato. Qui jusqu'à présent est assez calme. Mais bon, attendons. La silly season est un peu retardée, mais je pense qu'on peut quand même avoir un mercato, mais ça viendra pas de Cadillac. Après, à un moment donné, il faut aussi se poser la question de la pérennité d'une écurie qui se lance avec une grosse attente, en engageant l'image d'un pays aussi, quelque part, d'un pays qui est pas un pays de F1 originellement. Ils font un choix de raison, un choix solide, et c'est un choix de construction. Donc, c'est pas étonnant. Je suis contente de voir revenir Bottas et Pérez, qui sont des bons numéros 2, des bons développeurs de voitures, des pilotes dont on se dit qu'on n'a peut-être pas tout vu. Bon, j'ai jamais imaginé que Bottas puisse être un numéro 1. Mais c'est un bon numéro 2. Les deux ensemble, à voir si justement ça crée un peu l'émulation nécessaire ou pas. Mais en même temps, quand Haas a fait revenir Magnussen et Hülkenberg, certains étaient un peu déçus en disant ils auraient pu prendre des jeunes dont ils sortaient. Je pense qu'il y a aussi l'expérience Haas qui joue dans le choix de Cadillac. Mais ça a très bien marché, Hulk et Magnussen. Bon, c'est clairement pas les mêmes profils que Pérez et Bottas. En tout cas, Bottas, c'est pas un castagneur. Pérez, à voir. Il y a peut-être une revanche à prendre aussi. Mais ça me fait plaisir de revoir ces pilotes qui sont des bons pilotes.
Et ça permettra aussi d'estimer peut-être le niveau de la voiture. Mais c'est sûr que ça nous fait pas un mercato qui change tout l'équilibre de la grille. Ouais, bah, clairement, en fait. Mais c'est surtout, moi, ça tombe sous le bon sens de prendre des pilotes expérimentés parce que tu prends une écurie from scratch, quoi. Elle doit faire le châssis, elle doit faire. Alors le moteur, il me semble pas. Ils prennent chez qui au début. Je pense pas qu'ils développent eux-mêmes leur moteur, Cadillac pour l'instant. Je vais regarder. Bougez pas. Je crois ils étaient ça coquinait au moins sur le début avec quelqu'un. Alors peut-être que ils vont, ouais, il me semblait, hein, ils vont peut-être développer à côté une partie du Power Unit, peut-être la partie électrique ou pour qu'il y ait quand même une mainmise dessus. Je me demande même si c'est pas une obligation réglementaire. Au moins, bon, la partie châssis c'est normal. Donc tu dois construire ta bagnole et tu dois essayer de l'améliorer. Bah autant prendre des gens. C'est Ferrari. Voilà, Ferrari moteur et boîte de vitesse jusqu'en 2029 ou après General Motors arrivera avec son propre moteur. Voilà, donc tu vois, ils font la réglementation parce que la 2026, la prochaine, c'est quoi? C'est 2030. C'est tous les 4 ans, grosso merdo, hein. Ouais, les réglementations. Ouais. Donc oui, c'est tout à fait logique. Tu prends Bottas, il traîne sa moustache à côté de Toto Wolff à tous les grands prix. Je pense que le mec, il est quand même pas mauvais dans le développement des voitures. Si il y a Toto Wolff à côté, s'il est chez Mercedes, c'est pour une certaine expertise aussi. Donc récupérer l'expertise d'un Bottas pour développer ta voiture, ça tombe sous le sens. Et Pérez, c'est aussi une bonne expérience du conducteur, mais c'est un Américain. Enfin, c'est au sens des grandes Amériques, en comptant l'Amérique du Nord, centrale et Amérique du Sud. Donc c'est un Mexicain. Un Mexicain, c'est un Américain, quoi, hein. C'est comme les Américains qui pensent qu'un Belge c'est un Français. Tu vois, c'est un peu du même acabit. Voilà. Mais quoique des fois c'est pas forcément faux, hein. Mais voilà. Donc après, c'est pas illogique. Mais quand j'ai entendu un peu le shitstorm qui se sont pris en disant ouais, mais faut en profiter pour mettre des jeunes pilotes. Bah alors dans ce cas-là, pourquoi certaines écuries avaient pris, t'avais pris l'exemple de Kik avec Hülkenberg et on voit que ça a très bien fonctionné. Donc finalement, quand tu veux repartir sur un certain projet, autant avoir une base solide sur laquelle t'appuyer. Et après, bah oui, pourquoi pas essayer de faire monter suivant si tu as une bonne cuvée en F3 ou en F2, pourquoi pas. Et si tu as une académie, parce que c'est pareil, Cadillac, ils vont pas avoir d'académie tout de suite. Ouais, moi je pensais qu'ils feraient comme F1 le film, ils auraient un rookie avec les dents qui rayent le parquet et un vieux de la vieille comme Bottas et Perez, mais pas forcément les deux, mais bon. C'est ce qu'avait fait Haas quand ils sont arrivés, c'est qu'ils avaient pris un pilote très expérimenté avec Romain Grosjean pour le lancement. Et la première année, ils avaient pris Esteban Gutiérrez qui était quand même qui était jeune en Formule 1. Et derrière, ils avaient pris Kevin Magnussen qui était encore jeune, mais qui sortait d'une expérience McLaren qui s'était pas très très bien passée et qui avait besoin de se relancer. Mais ils avaient quand même ce côté pilote qui était là depuis un petit moment avec Grosjean. Et ils espéraient mettre un pilote un peu plus jeune derrière. Donc c'est vrai qu'on aurait pu s'imaginer ça. Surtout, je pense que ce qui a déçu un peu les gens du côté, pour Cadillac, c'est pas tant le fait qu'il y ait deux anciens, c'est le fait qu'il y ait deux numéros 2 en fait. Et ça fait la blague on sait pas qui sera numéro 1, mais je veux dire, là comme ça, tu t'attends quand tu lances une écurie à avoir en fait une figure de proue, tu vois. Tu t'attends à avoir ce pilote qui va incarner. T'aurais vu qui en figure de proue? Finalement, qui ait un contrat qui expire dans pas longtemps ou qui puisse être sorti d'une des top écuries. À la limite, tu vois, j'aurais compris, t'as un switch, t'as Max Verstappen qui débarque chez Mercedes. Russell, je pense qu'il pourrait pas rester chez Mercedes. Tu vois, typiquement, Pierre Gasly, switch, il va chez Cadillac. Pierre Gasly. Mais bon, voilà. Bon, après, j'aime beaucoup Pierrot. Et... Si tu prends Pérez ou Bottas, tu peux en faire la figure de pro si à côté tu décides d'installer
je dis des noms comme ça, mais tu prends Drugovic, Théo Pourchère, Victor Martins, Dorian Pain, que sais-je, une jeune pilote. Mais si tu mets un vétéran à côté, tu sais que ce sera le vétéran, la figure de proue, pendant que l'autre se fait un peu les dents pour ensuite reprendre la tête. Là, du coup, tu pars avec les deux, où Bottas, il sort de dernières expériences où c'était plus un mannequin Instagram qu'un pilote. Et de l'autre, t'as Sergio Pérez qui était plus un punching Vendeur de ball. canettes. Ouais, un vendeur de canettes et de Kit Kat qu'un pilote, tu vois. Donc voilà, c'est aussi, je pense, ce qui fait que les gens râlent un peu. C'est que, certes, les pilotes ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de faire de belles performances, mais ça manque d'un vrai leader pour incarner la marque Cadillac pour son retour, tu vois. Je pense que c'est plus ça qui fait réagir plus vraiment que le côté on prend deux anciens. Ouais, mais ça, ils le feront dans 2 ans. Je pense qu'effectivement, ils vont pas les garder. De toute façon, ils sont pas, sans voir les enterrer, ils sont pas de première jeunesse. Donc, ils vont lancer l'écurie, ils vont développer un peu la voiture. Et puis, dans 2 ans, ils nous feront pas, il y aura peut-être l'occasion de nous faire justement un scénario peut-être à l'américaine. Alors, j'avoue que je ne suis pas tellement renseignée sur les soutiens de Cadillac et les accointances de Cadillac. Donc, je ne sais pas s'ils sont plus Team Trump ou Team Woke. Mais un truc à l'américaine, ça pourrait être de nous mettre Suprémaciste la blanc première comme pilote. pilote. Ouais, voilà. Enfin, on C'est peut ça. passer Et du mal Mazepin américain à une femme pilote. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que si ça marche, dans 2 ou 3 saisons, il y aura forcément un renouvellement et peut-être qu'il y aura un petit effet waouh dans le choix des pilotes ou alors des conséquences majeures sur la grille. Tu vois, par exemple, pour reprendre un autre exemple d'une écurie qui a débarqué après de nombreuses années sans F1 et qui avait besoin de se réinstaller, alors qui est venu dans un meilleur contexte, je vous l'accorde, mais Mercedes, quand ils reviennent, ils ont la figure de proue qui est quand même le retour de Schumacher, bon, ça se pose là, et à côté, ils prennent Rosberg qui prennent le temps de développer, et en plus, ils prennent 2 pilotes allemands. Pour la marque Mercedes, ça collait parfaitement. Et après, quand Schumacher commençait à plus être au niveau, ils ont vu l'opportunité Lewis Hamilton, et derrière, voilà, le reste n'est qu'histoire, tu vois. Donc, c'est pour ça que prendre un pilote expérimenté quand tu arrives en Formule 1, c'est évidemment le choix à faire. Tu peux pas te lancer en Formule 1 avec 2 rookies. C'est pour moi suicidaire. Tout talentueux qu'ils peuvent être, tu as besoin de quelqu'un qui connaît la F1 pour au moins te permettre d'aller sur les rails. Mais voilà, j'aurais sincèrement préféré, ce n'est que mon opinion, un duo Sergio Pérez en tête de proue, parce que comme l'a dit Lens, c'est un Américain au sens large, donc il va pouvoir parler au continent américain, et on sait qu'il est très suivi au Mexique, Sergio Pérez. Et j'aurais adoré qu'ils prennent un pilote américain, qu'ils l'installent, pour aussi essayer d'insuffler quelque chose, parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que le dernier pilote américain des États-Unis, j'entends, en Formule 1, c'est Scott Speed. Non, c'est Sargent. Ah, je l'avais oublié, tu as raison, pardon. Ouais. Ah, désolé, j'ai cassé ton truc là, mais. Non, mais même. Non, mais enfin, on a parlé de pilote. Non, mais même, on a Logan Sargent et on a Scott Speed. Hein. Je veux dire. Ouais, voilà. Il s'appelait Speed. Voilà. C'est ça qui est ouf. Le mec s'appelait Speed. C'est ça. Mais ils ont choisi, ils ont payé un nom, quoi. C'est ça. C'est ça. Ça fait très film américain. Le mec s'appelle Scott pour Speed. être. Le mec, c'était dans Cars. C'est ça, Flash McQueen. Mais le truc, par contre, Cadillac, le truc qu'ils ont, c'est qu'ils aussi, eux, ils partent de rien. Pour le coup. Puisqu'ils n'étaient pas, ils étaient pas en Formule 1 auparavant. Donc c'est vraiment une. Alors les gens, ils ont une expérience Formule 1, les mecs qui les ingéent et tout ça, mais il n'y avait pas d'écurie Cadillac avant. Donc, alors là, je pense que peut-être ce qui a joué sur l'effet déceptif, c'est que je trouve qu'ils ont foiré leur com. C'était vachement cool le truc qu'on avait vu il y a quelques semaines avec Bottas qui monte dans une Cadillac, genre ah mais il y a 2 sièges, tu t'assois où? Ça c'était marrant. Mais là, l'annonce qu'ils ont faite avec ce côté un peu très américain, ça, ok, ça fait partie du jeu, mais 2 hommes, un destin. Soit ils n'ont pas assez joué sur le côté le retour, un truc un peu façon Robert Redford, quoi.
qui aime bien ce genre de thématique où tu reviens à la fin, quoi qu'il arrive. Presque un truc un peu Clint Eastwood. Ils ont pas joué là-dessus. C'était genre deux hommes, un destin, mais c'était entre deux. Ça assumait pas la carte du les vieux reviennent, ils viennent prendre leur revanche. Enfin, je sais pas, c'était raté pour moi. Et je pense que ça a joué dans l'effet déceptif et la perte de repères de valeur, j'imagine. Ok, très bien. Eh ben, dis donc. En tout cas, il va falloir. Ils sont 11 l'année prochaine. C'est assez marrant parce qu'on dit qu'à chaque fois c'est déjà serré sur la piste et sur le paddock. Là, ça va l'être encore plus. Mais bon, moi je trouve ça plutôt effectivement au-delà des performances assez sympa de voir revenir Pérez et Bottas, en espérant quand même que Pérez ait l'air un peu plus épanoui qu'il n'était sur ces saisons Red Bull quand même. Nous, on a envie de voir des gens qui, avec la banane un petit peu, qui soient contents d'être là. C'est vrai qu'il y a quelques Pérez l'année dernière, Hamilton cette année. On se dit, il y a quand même du monde qui au portillon pour prendre leur place. Ok, ben peut-être parler de Monza qui arrive dès ce week-end, le Grand Prix chez Ferrari, où je pense quand même qu'ils ont envie de, peut-être comme ils l'avaient fait l'année dernière avec cette victoire de Leclerc l'année dernière et aussi à Monaco d'ailleurs, ça avait marqué leur saison et malgré des résultats où ils étaient en dessous des attentes, ça les avait sauvés un petit peu. Ils ont peut-être envie de rééditer un coup cette année. Mais qu'en pensez-vous? Qu'en penses-tu, Lance? Qu'est-ce qu'on va voir à Monza, le temple de la vitesse? Qu'est-ce qui va se passer cette année? Je rappelle, l'année dernière, c'était Leclerc, Piastri, Norris. Qu'est-ce qu'on va voir de beau? On va voir deux papayes devant. On va voir Albon qui, comme d'habitude avec sa Williams, sans aucun attribut aérodynamique ou alors un aileron arrière aussi plat que la Terre pour certains. C'est des choses un peu habituelles, mais pour le coup, je suis pas vraiment ferrariste, mais j'aimerais bien quand même que les rouges fassent une petite performance, déjà rien que pour donner un petit peu de sursis à Fred Vasseur, que les Italiens lui lâchent un petit peu les roubignoles, donc de toute façon, derrière, après les Italiens, je sais pas qui prendrait à la place de Vasseur, qui oserait aller dans ce nid à embêtement élevé, dirons-nous. Christian H, Ouais. paraît-il, sur LinkedIn, il a mis un jour, il cherche du taf, paraît-il. Un certain Christian H. Ouais, mais il va acheter des parts d'Alpine, c'est ce qu'on a dit. De toute façon, Oh là là, mais oui, j'ai vu le truc qui parlait de Briator, Horner et Ecclestone dans une. Oh là là, j'ai vu passer ça, j'ai eu mal. Non, mais ça serait, voilà, pour la saison de Drive to Survive avec le truc des mafiosos, là, on les verrait avec ça serait vraiment génial, quoi. On pourrait faire les Sopranos de la F1 avec Hamilton en thérapie et les trois. Ouais, non, il y a un truc à jouer. Ouais, on va écrire pour faire F1 le film 2. C'est ça va être une tonalité un petit peu. Encore mieux que le 1. Encore. Okay. Un canal pour leur proposer un truc. Non, voilà, j'espère quand même que côté Ferrari, ça pourra le faire. Et par contre, là, la Red Bull pour Max, ça sera, je pense, compliqué. Spoiler, il sera pas sur mon podium sur le Grand Prix. Donc, j'espère quand même qu'il y aura une bonne performance des Ferrari à la maison, quoi. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est un peu, c'est quoi déjà là, des papayes devant, mais Piastri ou Norris? Non, je pense que Piastri continue son petit bonhomme de chemin. Je mettrai un petit Charles Leclerc en P2 et Norris 3. Oh. Suzanne, est-ce que c'est quoi? Albon, il peut performer, tu penses? Sur un top 5. Je mets Albon dans le top 5. Je mets un petit chocolat sur Albon dans le top 5. Mais sur le top 3, je mettrais Piastri en 1. Leclerc en 2, mais c'est plus le cœur qui parle. Parce qu'il faut savoir que, tu vois, à Nice, on pense que Monaco, c'est à nous. Donc, c'est mon concurrent local, un peu, Charles.
Et en 3, C'est facile. Russell, allez. Hamilton aux fraises. Et Norris, c'est pas très crédible, mais ce serait Norris 4 et 5 Albon. Voilà. Ok. Suzanne a fait Dream Bigger. C'est même pas un top 3, elle te donne le top 5. Oui, c'est parce que je sais pas me décider. Mais bon, je vais prendre une grosse Dans tôle. mon tableau Excel, il manque des colonnes là, faut que j'ajoute. Mais je vais demander à Copilot de le faire pour moi. Takuma, qu'est-ce que toi tu penses de tout ça? Est-ce que tu penses que là au final Ferrari, on a Leclerc quand même parce qu'on a envie de l'aider. Est-ce que toi aussi tu as envie de l'aider? Moi, de toute façon, je suis là pour prendre des risques. De toute façon, les pronostics, vous avez bien vu depuis le début de saison que je tente toujours des trucs. Il n'y en a aucun qui marche, mais je m'en fous, j'aime bien quand même. Tu as mis pas mal de victoires de Verstappen depuis le début de la saison là. Ouais, et ça tombe bien il puisque serait en tête du championnat. Oh bah, il aurait déjà gagné le titre. Alors déjà, j'ai regardé, ils annoncent pas de pluie à Monza, donc peut-être que la fameuse pluie de Zandvoort va débarquer à Monza ce week-end, hein, parce que bon, c'est pas 3 gouttes de pluie qui vont nous faire croire que c'était vraiment de la pluie à Zandvoort. Pour Hamilton quand même. Oui, voilà, j'allais le dire. Il y a un certain sœur anglais qui, pourtant habitué des temps humides, était surpris par une bande verte terrible. Mais du coup, pour Monza, non, moi j'aime bien prendre des risques, vous le savez. Et du coup, mon pronostic, ce sera, bon, alors là, c'est pas un risque. Piastri en 1, oui, bon, ok, super, paye ton risque. Mais en 2, ce sera Lewis Hamilton, et en 3, ce sera Max Verstappen. Ok, pas mal. Moi aussi, j'avais envie de mettre du Lewis Hamilton parce que voilà, on a déjà connu des anciens volcans qu'on croyait trop vieux et voilà quoi, au fond du seau. Et puis voilà, éruption volcanique hamiltonienne. Donc moi je dis plutôt victoire de Norris, suivi de Lewis Hamilton et suivi d'Oscar Piastri. C'est ça mon podium. Moi aussi je prends des petits risques, mais j'aimerais bien que Lewis Hamilton il remonte la pente, qu'il y ait un petit peu de qu'il continue, qu'il y ait cette émulation qu'on avait envie de voir à la Scuderia entre Hamilton et Leclerc, qui se complètent un petit peu et que ça se mette à rigoler un petit peu. Voilà. Sans parler du 8e titre, mais ça, je pense qu'on l'a abandonné, mais au moins un petit quelque chose, quoi. Ça, on verra l'année prochaine, on verra. Il y a plein de choses à voir avec Adjar, avec Red Bull et Verstappen, ils vont se tirer la bourre. Adjar champion du monde 2026. C'est ça le futur. Ben c'est vrai qu'il y a moyen, parce que imaginons. Si on sait que Alpine, ça va forcément se planter, c'est que le moteur Mercedes sera pas ouf, donc ça laissera la place à Ferrari pour faire quelque chose. Donc, toi, c'est limite, le facteur limitant s'appelle Alpine. Vu qu'ils peuvent pas performer, c'est que le moteur sera nul. Donc, non, ils ont même pas besoin du moteur pour se planter. Hein. C'est pas faux. Après, ça fait quelques années qu'on sait pas trop quand même. Mais bon. Ok. Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Là, on a parlé de Zandvoort, on a fait quelques petits. On s'est rappelé un peu les grands prix précédents. On vient d'évoquer Monza. Est-ce qu'on va voir à Monza? Avec une grande certitude. Est-ce qu'il y a des sujets que vous voulez ajouter à ça? F1 Kids. Que la France a gagné contre la Pologne, si vous voulez tout savoir. Vu que j'ai parlé du match au départ. En basket, ok. En basket, tout à fait. D'accord. Bon, on va souhaiter bonnes vacances à Takuma alors. Ah oui, je ne serai pas là pour le barbecue de Monza, car je serai en terre mosellane, pour tout vous dire. Non. Mais il n'y a pas la fête de la Mirabelle en ce moment? Alors, je sais rien, peut-être. C'est pas dans les Vosges, ça, plutôt? Et tu vas faire où en Moselle Alors, dans la capitale de la Moselle, je serai à Metz, chez les Grenats. Tu passes la semaine? Oui, je vais voir un ami, pour tout vous dire, barbecue vacances, hein, on raconte les vacances. Je vais voir un ami pendant une semaine à Metz et je vais visiter un petit peu, parce que je n'ai jamais fait ce coin de la France et que j'avais envie que c'est très beau, Metz. Jacques Lafritte, tu sais que Jacques Lafritte réside à Nancy. Nancy, c'est à 30 minutes de Metz. J'ai déjà fait Nancy, mais on ne se connaissait pas à l'époque. Nous ne connaissions pas. Mais écoute, si jamais tu souhaites que
une rencontre IRL barbecue F1 se fasse. C'est possible. En tout cas, c'est possible. On pourra s'écrire avec grand plaisir. Mais tu auras raté la fête de la Mirabelle à une semaine près. C'était bien à Metz, mais ce sera fini. Alors, en toute honnêteté, je ne suis pas un grand fan de Mirabelle. Voilà. Donc, tant pis. Bon, c'est pas très grave. Tu es plus prune? Non plus. Pour être très honnête. Pour être 100% honnête avec vous, je ne cours pas après toute cette catégorie de fruits et d'alcool qu'on en fait derrière non plus. Hein. À consommer avec modération. Oui, bien sûr. Ne jamais l'oublier. Oui, on n'a pas envie d'avoir des problèmes avec l'État français. Tu as bien raison, Lens. Merci pour cette émission de rentrée. Eh bien, on va se retrouver la semaine prochaine. Après Monza. Allez, c'était un grand plaisir. À plus. Ciao, ciao. Ciao.